Merci de nous rester fidèles. Vous regardez New World Info 1. C'est l'heure de l'inviter ce soir. Nous allons parler coronavirus, Covid-19, arrêter la propagation des fausses nouvelles. Voilà. Et pour mieux creuser le sujet, nous avons sur ce plateau Dr Mamé Silé. Assis, c'est ça? C'est bien cela. Bien prononcé. C'est bien prononcé. Alors, je rappelle bien sûr que vous êtes la directrice générale de CAMEG. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Alors, que peut-on dire d'une façon beaucoup plus concrète à ceux qui doutent actuellement de la réalité de coronavirus au Togo? Alors, il est vrai que le virus, comme toute bactérie, est tout petit. On ne le voit pas à l'œil nu, oui, mais nous voyons les effets de la maladie qu'il provoque. Et c'est justement parce que c'est un virus qui se transmet de manière un peu insidieuse. Nous ne sentons pas immédiatement les signes de la maladie, mais qui est contagieux. C'est pour cette raison que cette maladie est assez dangereuse. Du fait que la promiscuité sociale, l'environnement social permet sa propagation très facilement. La maladie à coronavirus 2019 est bel et bien au Togo. Nous avons des cas qui sont suivis, dont certains hospitalisés, mais heureusement en plus ou moins bonne santé. Nous remercions le gouvernement pour tous les efforts déployés, mais nous devons tous retenir que la maladie à coronavirus est bel et bien au Togo, avec le risque qui se propage si nous ne respectons pas les mesures qui sont indiquées dans le cas. Alors, il y a une question qui revient très souvent. Hier, sur ce même plateau, nous avons quand même porté des masques, ça et là, pour pouvoir montrer aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, quand même qu'il faut qu'on adopte les gestes qu'il faut. Est-ce que, entre vous et moi, la distance, d'une façon beaucoup plus professionnelle, est-ce que c'est respecté? La distance est respectée. La distance d'au moins 1 mètre entre deux interlocuteurs est respectée. Donc, nous ne risquons pas? Nous ne risquons rien, d'autant plus que vous ne toussez pas, je ne tousse pas. Vous n'éternuez pas, je n'éternue pas. Voilà. Voilà les conditions qu'il faut. Oui. Voilà. Le nombre de cas officiels annoncés n'est-il pas aussi minoré quand on sait qu'il n'y a pas de dépistage généralisé? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de dépistage généralisé et le nombre de cas confirmés annoncés est lié à la stratégie, puisque à la déclaration de la maladie, le premier patient qui a été enregistré s'est présenté de lui-même suite à des symptômes qu'il ressentait et à partir duquel il a été tracé. Les autres patients, les autres cas confirmés proviennent des cas contacts de ce premier patient-là. Oui. Et les autres sont des voyageurs qui reviennent des pays à haut risque. Donc, à travers cette stratégie, nous avons des personnes qui, au vu de leur état clinique ou bien du contact qu'ils ont eu avec quelqu'un qui est détecté, sont suivis et dépistés. Donc, c'est vrai, il est possible qu'il y ait plus de cas que cela. C'est pour cela qu'il est recommandé que nous nous protégions, nous adoptions les mesures barrières, parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait pu détecter tous les cas contacts autour de quelqu'un qui a été dépisté malade. Alors, il y a également un souci au jour d'aujourd'hui, docteur, même s'il est assis, c'est que quand quelqu'un tousse à côté, quelqu'un a une petite fièvre ou il y a autre chose, il y a une tendance en même temps à dire « Ah, attention, c'est coronavirus ». Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui ont des mêmes symptômes semblables à coronavirus au jour d'aujourd'hui? Tout à fait. Tout à fait. Déjà, nous avons des affections bénignes banales telles que le rhume, oui, qui proviennent des allergies, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a dans l'air quelque chose, un allergène ou bien une substance dans l'air que vous respirez, que votre corps n'accepte pas. Votre corps réagit par une allergie qui se traduit par un rhume ou bien une toux allergique. Déjà, ça, c'est quelque chose de très bénin. La simple pollution liée aux fumées de voiture provoque des toux. Donc, c'est quelque chose, nous tous, nous sommes exposés à ces affections bénignes-là et qui sont parfois saisonnières. Il y a des affections un peu plus graves telles que la grippe,
associé avec de la fièvre, donc qui aussi, que nous connaissons. Nous avons des sinusites, des gens qui souffrent des maux, des congestions nasales ici, qui aboutissent à des surinfections et donc qui provoquent un écoulement nasal et parfois qui se complique avec une bronchite, donc qui provoque une toux. Donc nous avons aussi les bronchites. Donc tout ça, ce sont des affections communes que nous avons, mais c'est vrai que l'actualité sur le coronavirus fait que au moindre petit signe, individuellement, soi-même, on a d'abord peur et puis l'entourage aussi se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas le coronavirus? C'est pour cela que les gestes barrières tels que le lavage des mains, le fait de se protéger la sphère de la bouche et du nez. Donc c'est pour cela que tout cela est recommandé pour tout le monde. Parce qu'il faut le retenir. Si vous vous protégez, je me protège, le X se protège, ainsi de suite, quel que soit celui qui tousse ou qui éternue, c'est la barrière que nous avons mise sur la bouche, que l'autre a mise sur la bouche, empêche la propagation du virus. Ce qui veut dire qu'on peut porter les masques sans se gêner dans la ville comme ça, quand on voit aujourd'hui dans la circulation, tout le monde en porte un. Oui, voilà. Sortes, bien sûr. Diverses sortes, c'est le moindre mal. Il vaut mieux se protéger la bouche et le nez plutôt que d'être sans protection, surtout dans un environnement où on est nombreux. Quand vous êtes seul chez vous, vous pouvez vous passer du masque, mais quand vous sortez ou vous allez au contact de toute une population ou de personnes où vous ne savez pas les conditions dans lesquelles vous ne savez pas qui pourrait être infecté tout en étant un porteur sain, il vaut mieux se protéger et dès le retour à la maison, première chose, retirer le masque et pour un masque jetable, le jeter dans une poubelle fermée, se laver immédiatement de l'eau à l'eau et au savon, éviter de toucher les objets de la maison avant de se laver les mains à l'eau et au savon. Voilà. Alors, donc on dit que les masques, c'est 3 heures plus ça. C'est principalement dédié au secteur hospitalier, dans des milieux bien précis. Quand il y a suffisamment de masques, on peut se le permettre, mais quand il n'y en a pas suffisamment, pour nous qui sommes dans la population générale, le plus important, c'est d'avoir une protection de la bouche et du nez. Mon voisin, là, nous tous, nous l'avons. On limite énormément le fait qu'on puisse se contaminer par des éternuements ou par la toux. Donc, ce n'est pas un crime aujourd'hui quand on voit des gens qui portent ça et là des masques à visage découvert dans la ville. Ah non, je le répète toujours, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le moins mal. Il faut choisir le moindre mal. Le plus important pour ceux qui ont des masques en tissu, c'est de les laver régulièrement. C'est de les laver régulièrement. Avec de l'eau javélisée, de les renouveler régulièrement. Donc ça, c'est le plus important. Mais toujours se couvrir en sortant quand on va se retrouver dans une interaction sociale. Il y a une théorie qui fait croire que le virus ne résiste pas du tout à la chaleur. Que dites-vous? Effectivement, le virus, dans certaines conditions, ne résiste pas à la chaleur. Mais de quel type de chaleur parlons-nous? Voilà. Chaleur ambiante sous nos tropiques, le virus, il survit entre quelques heures et plusieurs jours sur un certain nombre de surfaces. Notre corps étant le réservoir, donc la température corporelle 37 degrés, donc y compris la température ambiante, il peut survivre tranquillement dans le corps humain. En dehors du corps humain, de quelques heures à plusieurs jours. Et maintenant, pour pouvoir le détruire, par exemple, nous avons parlé des cache-nez en tissu ou autres. Il est possible de le bouillir, exactement comme il nous est recommandé de bouillir de l'eau pour en faire de l'eau potable. De la même manière, on peut bouillir les masques pendant au moins 30 minutes. Donc, ce sont ces conditions-là. Mais dire qu'on boit de l'eau chaude et que ça tue le virus, ou bien on inhale des vapeurs chaudes de diverses substances. Donc on peut prendre du thé chaud, traditionnel solabi, du tchouk et autres. Non, c'est d'autant plus une fausse assertion que le virus est nouveau de par sa manifestation en tant que maladie. Il existe depuis, mais le fait d'être passé à l'homme et de provoquer la maladie, c'est nouveau. Et
aucun d'entre nous ici n'a testé le Sorabi. Personne n'a eu l'occasion d'avoir un malade du coronavirus pour tester le Sorabi sur plusieurs jours ou plusieurs heures pour voir que ça marche. Puisqu'il faut faire des prélèvements avant le test et faire d'autres prélèvements après le test pour dire qu'un médicament ou toute substance marche. Nous n'avons pas eu ce genre de démarche scientifique. Personne n'a eu l'opportunité de le dire. Donc, tout cela, c'est face au fait que c'est une nouvelle maladie auquel l'homme est en contact. Et c'est maintenant que, d'une manière générale, l'homme commence à fabriquer, va commencer à fabriquer, à s'adapter, à créer une défense à l'intérieur de son corps en termes d'anticorps. Voilà, c'est prématuré de dire que le Solabi, l'ail, personne n'a fait de test pour le savoir. Voilà, l'ail aussi et bien d'autres. Effectivement, gingembre, citron. Limon, citron et autres. Non. Tout cela, c'est pas vérifié. C'est pas vérifié, voilà. Messieurs, vous regardez New World Info à l'heure de votre rendez-vous. L'invité ce soir, nous parlons coronavirus, arrêter la propagation des fausses informations, des infos, bien sûr, sur ce plateau. Nous avons Dr Mamesile Asile. Elle est bien sûr la directrice générale de CAMEG. Madame, docteur, voilà. Guérit-on de coronavirus? Est-ce qu'on peut se guérir vraiment de coronavirus? Ou bien c'est juste une annonce pour calmer les populations? Alors, comme je le disais, n'oublions pas le contexte. Nous sommes dans le contexte d'une nouvelle maladie à laquelle l'être humain n'était pas confronté avant. Donc, l'information évolue. Depuis le début de la maladie à Wuhan, en Chine, jusqu'à maintenant, progressivement, des traitements expérimentaux sont mis en œuvre par tous les pays qui ont les moyens de les essayer. Tout le monde essaye des traitements pour voir ce que ça va donner. Et dans tous ces tests-là, un traitement semble marcher, puisque nous avons une expérience en France qui relate cela. Mais avant cela, il faut se rappeler qu'il y a des guérisons, entre guillemets, spontanées. C'est-à-dire que la maladie ne se développe pas en forme grave au point d'aller jusqu'à la réanimation et voire à la mort. Donc, il y a des gens qui tombent malades, qui ont juste des maux de gorge, qui toussent un peu, et ça passe au bout de quelques jours. Mais ils ne savent pas qu'ils ont fait une infection au coronavirus, leur corps ayant appris à... Alors là, le système immunitaire est bien en place. Le système immunitaire est bien en place. Ça s'est préparé, la réponse s'est préparée d'elle-même. D'elle-même, voilà. La personne a dû peut-être gérer une fièvre, une petite fièvre, en prenant juste un calmant. Et puis, au bout de quelques jours, elle s'est sentie mieux, elle a continué. Donc, il y a ces guérisons-là qui sont là. Et maintenant, pour les formes graves, un traitement expérimental qui est en cours. Ce qui veut dire que on peut se guérir de coronavirus. C'est pas un mal qui... Ce n'est pas un mal inéluctable. Voilà. Ce n'est pas un mal inéluctable. On peut en guérir, mais il faut dire que le rythme de propagation, la vitesse de propagation du virus fait que on a un certain nombre de personnes sensibles, fragiles, qui, si elles sont touchées, il est difficile d'arriver à les... Et elles ne sont pas vite détectées. Il est difficile de pouvoir les prendre en charge correctement. C'est en fait cela. Il a été évoqué le fait que pour nous, dans nos pays ici, en termes de personnes fragiles, nous avons les personnes âgées, donc au-delà de 60 ans. Nous avons également les personnes immunodéprimées, donc notamment des personnes vivant avec le VIH, qui, si elles sont exposées au virus, du fait que leur défense immunitaire est diminuée, font des sujets à risque. Et donc, sachant que nous avons près de 100 000 VIH au Togo, imaginez un peu si sur ces 100 000 personnes, si cette population était exposée au coronavirus, ce serait vraiment une hécatombe dans nos familles. Donc, c'est un peu ça. Quelle est donc l'utilité des solutions hydroalcooliques qu'on nous recommande souvent? Alors, les solutions hydroalcooliques contribuent à la propreté des mains. C'est soit des solutions, soit des gels. Donc, en fonction donc, contribuent à la propreté des mains et des objets que nous manipulons au quotidien. Mais c'est en fait une alternative quand nous n'avons pas accès à l'eau et au savon. Quand nous sommes à la maison ou bien nous sommes
dans nos bureaux, avec possibilité d'avoir accès à l'eau et au savon, c'est plutôt ce qui est recommandé pour l'hygiène des mains, donc se laver régulièrement les mains. Et c'est quand nous nous retrouvons, par exemple, dans nos voitures en train d'aller faire une course ou en dehors de nos espaces habituels de travail ou de résidence que le gel ou la solution hydroalcoolique devient palliatif, mais à la moindre occasion, de l'eau et du savon. Voilà. Il y a une information qui a été donnée par un expert du domaine. Vous avez forcément cette information concernant l'utilisation de la chloroquine contre le Covid-19. Est-ce que ça soit vraiment le mal qui décime les populations depuis près de 3 mois ou bien 3 mois déjà? Alors, j'avais précédemment parlé des textes expérimentaux, donc plusieurs pays essayent pour voir s'ils arrivent à soigner la maladie avec. Donc, un des tests expérimentaux inclut l'utilisation de la chloroquine et semble donner des résultats probants. Voilà. Et donc, plusieurs pays sont en train de l'adopter. Mais je le rappelle, c'est encore un test expérimental puisque on ne trouve pas un traitement immédiat comme ça. On suit les patients, on s'assure que les effets secondaires ne dépassent pas le résultat du traitement, l'effet bénéfique du traitement et tout. Donc, ça demande une certaine surveillance au long cours. C'est pour ça qu'on est encore au stade expérimental, mais qui semble marcher et qui semble prometteur. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est que la chloroquine n'est pas à visée préventive. Ce n'est pas parce que vous allez vous balader avec de la chloroquine dans votre poche à en avaler une fois par jour ou bien matin, midi, soir, que si jamais vous inhalez le virus, vous n'allez pas faire la maladie. Ça ne s'utilise pas n'importe comment. C'est du médicament et comme j'aime à le rappeler, sur les bancs de la pharmacie, on nous a appris que la dose fait le poison. Il se pourrait qu'on se tue à la chloroquine avant même que le virus ne fasse des ravages dans notre corps. Donc attention, la chloroquine, c'est réservé aux spécialistes et aux médecins traitants. Est-elle vraiment utilisée dans le traitement du virus au Togo? Tout à fait. La chloroquine est utilisée dans le traitement de la maladie à coronavirus au Togo. Au Togo? Oui. Vous confirmez? Oui. Merci, madame. Y a-t-il des recettes de grand-mère? On a déjà énuméré quelques-unes, ça et là, et comme l'ail, l'alcool, l'aloma, ou l'eau chaude, ou caroma, nimon, ou je sais pas, du tchakpalo. Alors, ce dont il faut prendre conscience, c'est que notre vie au quotidien est une course de fond. Une course de fond, ça se prépare. On apprend à respirer pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, puisque c'est le principe de la course de fond. C'est la résistance. C'est la résistance. Donc cette résistance, elle se construit, elle se prépare. Ce n'est pas en un jour que cette résistance du corps se prépare. C'est au long cours. Donc c'est de la même chose dans la capacité de nos corps à résister face à une nouvelle maladie telle que la Covid-19. Si vous n'aviez pas l'habitude d'entretenir votre corps, vous n'aviez pas l'habitude d'adopter toutes ces recettes qui contribuent à renforcer l'immunité, ce n'est pas parce que vous allez commencer la veille ou bien il y a une semaine que tout d'un coup, ça y est, vous avez boosté votre immunité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Toutes ces recettes qui sont énumérées, des recettes de grand-mère, ce sont des recettes qui sont efficaces sur du long cours, c'est-à-dire depuis l'enfance, vous avez pris l'habitude de consommer, vous avez une hygiène de vie, vous avez également une hygiène de vie parce que c'est une association de tous ces éléments-là qui vont renforcer votre organisme. Voilà. Vous avez beau manger de l'ail et du gingembre, aloma, si à côté vous avez des excès en termes de nourriture, de nourriture grasse, de boissons alcoolisées, etc., c'est comme si vous annulez tous ces efforts. Donc, c'est une hygiène de vie globale qui contribue à renforcer l'immunité du corps humain. Et dans ces mesures, ne pas oublier le sport. Le sport, tous les jours que le bon Dieu fait. Si possible. Alors, justement, à l'heure actuelle, ce qui veut dire que l'utilisation de ces recettes de grand-mère ne vont servir à rien, ne va servir à rien. Non. Au contraire,
l'utilisation de ces recettes... Ça va renforcer quand même le système. De grand-mère, c'est bon de les commencer maintenant, sachant qu'on aura un résultat un peu plus loin. Oui. Et ne pas les arrêter parce qu'on aura dit que, bon, le corona, il n'y a plus d'alerte d'ici. Voilà. Il faudra les continuer pour renforcer le corps. Si c'est juste pour arrêter d'ici 1 mois ou 2 mois, ça ne vaut pas la peine. C'est du gaspillage. Voilà. Quelles dispositions sont prises donc dans les formations sanitaires pour la sécurité du personnel d'abord, au jour d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, l'État a, tant bien que mal, en fonction de ses moyens déjà assez modestes, mis à disposition des équipements de protection et surtout accompagné de règles, puisque même en dehors du coronavirus, nous avons des règles élémentaires d'hygiène et de prévention de l'infection au niveau des formations sanitaires. Donc ces règles élémentaires s'appliquent à n'importe quelle maladie. Du moment qu'on accueille un patient, il y a des règles à suivre pour éviter de se contaminer. Et donc, c'est surtout l'observance de ces règles-là, accompagnée de ces équipements de protection individuelle ou de ces équipements barrières qui ont été mis en place au niveau de nos formations sanitaires. Ce n'est pas suffisant, ça c'est vrai, il faut le reconnaître. Il n'y en a pas pour tout le monde, pour tout le personnel au rythme qu'il faut tous les jours, mais le peu qu'il y a est disponible et décemment utilisé. Des patients même. Les patients eux-mêmes, pour ceux qui sont hospitalisés au CHR Lomé Commune, qui a été identifié comme le centre de référence, les patients eux-mêmes également sont pourvus de ces équipements-là. Existe-t-il un système de tri de ces patients-là? Alors, comment ça se fait concrètement? Au niveau de l'organisation du suivi, nous avons ceux qui sont suivis en autoconfinement, donc à domicile, avec des visites régulières. Donc, c'est le patient lui-même, dans son environnement quotidien, s'isole par rapport à sa famille et tout. Donc, en général, garde une chambre où... et les échanges avec la maisonnée se font de manière codifiée pour éviter qu'il y ait des contacts directs et tout le temps que la période d'incubation passe. Et quand ce n'est pas possible, à ce niveau, l'État a mobilisé des hôtels pour que des personnes qui ne peuvent pas s'isoler quand ils sont à domicile, notamment ceux qui sont par exemple dans des cours communes et autres, puissent être mis dans ces hôtels-là, le temps d'observation qui est retenu pour s'assurer que la personne ne fait pas la maladie, ou s'il l'a fait, il ne contamine pas les autres. Pour ceux qui sont testés positifs et donc référés à l'hôpital CHR Lomé Commune, qui est l'hôpital de référence par exemple à Lomé ici, pour ces personnes-là, il y a tout un trajet, tout un parcours au sein de l'hôpital pour éviter que tous ceux qui sont dans cette zone, ces patients-là, effectivement, ne contaminent pas le personnel soignant dans cette zone, que le personnel soignant au contact de ces patients aussi ne transporte pas le virus dans les zones qui ne sont pas exposées. Et donc, l'hôpital a été organisé de telle sorte que systématiquement, en passant dans la zone rouge, dans ce qu'ils appellent la zone rouge où les patients sont hospitalisés, il y a une désinfection, qui est un lavage de telle sorte que le personnel soignant ne ramène pas dans l'hôpital le virus. Il y a des accompagnants ou des visiteurs? Non. Il n'y a pas? Non. Ce n'est pas possible puisque s'il doit avoir accompagnant et visiteur, c'est qu'ils doivent eux-mêmes porter des protections individuelles. Et comme il n'y en a pas suffisamment, donc il n'est pas possible que les accompagnants ou des visiteurs puissent être aux côtés des malades. C'est déjà la fin de cet entretien. Alors, à l'heure actuelle, quel est le chiffre qu'on a vraiment en matière de ceux qui sont testés positifs? Alors, nous avons au début de cette journée, sur le rapport, donc nous avons 20 cas, dont un cas guéri. N'oublions pas le premier cas qui est guéri. Voilà, la dame qui est guérie. Et donc, nous avons 19 personnes qui sont confirmées positives et dont certains sont sous traitement. Ce n'est pas tout le monde, parce que je l'ai expliqué, ce n'est pas tout le monde qui fait la maladie. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Docteur Mamessile Assi. Je rappelle bien sûr que vous êtes la directrice générale de CAMEG. Merci d'être passée. Je vous remercie. Messieurs, c'est ainsi que nous marquons une pause, bien sûr, à l'invité de ce jour. Très bon suivi de nos programmes. On se retrouve dans une dizaine de minutes dans Regard croisé.